Mercredi, donc toujours le 8 juin 2016, il est 2 heures du matin. C'est peut-être pas le bon moment pour parler de la question, mais comme j'ai des sujets en souffrance, j'aimerais aussi avancer sur des sujets que je voudrais, que j'ai, que j'ai prévu de traiter. Et donc de la question, et non pas, je ne fais pas référence à ce supplice qui était la soumission à la question, qui était la soumission à la torture. Si on considère, il peut y avoir un lien si on considère que le fait de se poser trop de questions, comme on dit, et d'être tout le temps en train de se questionner, et peut-être confinerait peut-être de la torture mentale, et plutôt une sorte qu'on s'administrerait soi-même. Et quelque part, il y aurait un effet un peu pathologique, se poser à être toujours en situation, à être toujours en question, en questionnance. Voilà la chose. La question, je la pose. Je voudrais la traiter dans une, comment dire, perspective dynamique. Ce n'est pas poser des questions superflues, des questions, je veux dire, presque second ordre, ou des questions surnuméraires, ou des questions, je veux dire, vraiment de peu d'importance. C'est la question en tant que telle. Là, j'aurais voulu mettre peut-être le cul de la question comment dire, en majuscule pour souligner un peu l'importance. Il il n'y a pas qu'une question, c'est plutôt le travail de questionnement qui est à souligner, qui est quelque part, je voudrais donc plaider pour le questionnement. Évidemment, entre questionnement et quête, dont il y a une paternité, il y a comment dire, il y a un lien de famille, il y a une filiation, pardon, il y a une filiation toute claire, et aussi la question, la quête, mais aussi un peu dans la recherche, dans euh, le même cheminement. On cherche à, à arriver quelque part, à obtenir des réponses. On cherche peut-être le sens des choses, la fin, peut-être la raison d'un effort, peut-être aussi on cherche peut-être à atteindre, à accéder à une autre, à des vérités, ou accéder à des états de conscience, etc., etc. La quête, la question, qu'y a-t-il derrière les choses, qu'y a-t-il derrière les apparences, faut-il toujours rechercher du sens caché aux choses, euh, du double sens, du triple sens, faut-il toujours multiplier les approches, changer les optiques, etc. Euh, la question, donc une fois qu'on a fait le lien aussi entre la question et la quête, et quelque part la quête, et peut-être aussi cet effort continu et sans fin, euh, la quête pour la quête aussi, ça peut être, nous faisons aussi là aussi un glissement vers la quête, qui est le fait de demander le monde, la quête, quêter, les quêteurs, là aussi, on est aussi dans la demande, on est aussi dans le fait, comment dire, presque de chercher de l'aide, de chercher du soutien, de l'assistance. Les, les quêteurs
ceux qui vont au-devant des gens pour leur, leur demander de faire un effort, quelque part d'offrir un peu d'eux-mêmes, puisque la charité est, est aussi quelque part ce qui organise un peu ce travail de l'assistance, les quêteurs aussi, les intermédiaires entre ceux qui ont quelque chose et ceux qui n'ont rien. Donc voilà donc un peu les différents aspects de cette affaire-là. Et à un moment donné, la question, parce que on est toujours tenté de s'installer dans une certaine, comment dire, un certain état mental, un certain nombre, un certain, une certaine forme de rapport au monde. Nous, nous faisons un peu, nous faisons des emprunts par-ci par-là, nous héritons d'un certain nombre de, euh, de valeurs, comme on dit, de principes, de positionnement, d'histoire, de récits, de mythes, de visions, et nous sommes souvent tentés de nous en contenter, un peu d'être quelque part des héritiers et de se transmettre l'héritage à notre tour à ceux qui, quelque part, viendront nous succéder. Dans cette transmission, il n'y a pas, il n'y a pas de remise en cause, il y a juste euh, le passage de témoins et ça s'arrête là. Or, nous constatons un peu les déficiences d'un certain nombre de choses, les limites d'un certain nombre d'approches, un certain nombre de visions, certaines organisations de la société, les limites aussi des solutions qui sont proposées, les limites aussi de ce qui est des traditions, des, aussi où, certaines choses acquièrent un statut de respectabilité parce qu'elles sont du domaine de la tradition. Et donc elles deviennent un peu par là même intouchables. Elles sont hors du domaine de la question et de la remise en cause. Malgré tout, la remise en cause, la question est quelque part un effort qui doit être permanent pour essayer de s'adapter ou de rester en capacité de s'adapter à ce qui est, à ce qui, ce qui est l'inattendu, à ce qui est le, le, ce qui peut se produire ou ne pas se produire, les réalités qui changent, les modifications, les nécessaires adaptations, ne serait-ce qu'il faut peut-être pratiquer une certaine organisation, une certaine division, quelque part dans le rapport qu'on a avec soi-même. Nous passons par des âges différents, nous n'avons pas les mêmes besoins et nous n'avons pas les mêmes capacités et nous devons aussi organiser cela, distinguer entre les temporalités et ainsi peut-être être en capacité d'être ce que nous sommes à un moment donné et aussi peut-être poser la question sur notre capacité à faire face à notre, quelque part, à la fatalité, je veux dire, à la proximité du terme. Nous devons aussi, en tant que gens âgés ou pas âgés, beaucoup de gens meurent jeunes,
beaucoup des jeunes d'aujourd'hui vont arriver à un âge avancé et quelque part la question est transgénérationnelle et trans classe d'âge. Elle n'est pas réservée à une classe d'âge en particulier. Euh, donc l'idée que les, le changement est quelque part la loi la plus universelle et que le seul moyen de pouvoir, de pouvoir y faire face, c'est de rester vigilant. Voilà le rapport avec la vigilance. Et quelque part, on revient sur cette expression qui dit dormir sur ses lauriers, et quelque part un peu, euh, son, ou plutôt quelque part un peu se satisfaire de ce qu'on a et ne pas être dans là aussi, donc vigilance, défiance, ça glisse un peu. Et donc de la défiance pourrait passer à une sorte d'angoisse, là aussi. Faut pas aller jusque-là, donc jusqu'à se sentir en situation de danger. Non, c'est uniquement plutôt une sorte, comme quelque part des gens qui s'entraînent pour des choses extrêmes. Ils espèrent évidemment que la chose extrême n'arrive pas, mais ils s'entraînent pour pouvoir être opérationnels au cas où. C'est une sorte de préparation, une sorte d'entraînement pour faire face aux changements mineurs, aux changements majeurs, aux changements médians, peu importe l'intensité du changement. Il faut être. Donc la question est ce qui, quelque part, nous permet à un moment donné de prendre de la distance. Là aussi, dans ce versant-là, il s'agit de prendre de la distance, de se demander si, par exemple, par hasard, malgré toutes les précautions qu'on a prises, beaucoup de gens pratiquent un peu une certaine croyance, je veux dire presque, ils n'ont pas, ils sont méfiants vis-à-vis de tout ce qui est vérité. Et pourtant, là aussi, dans ce type de positionnement, on peut aussi verser dans une certaine position, quelque part uniforme, quelque part dans un certain positionnement un peu fermé. Être en capacité de poser des questions, c'est de rester ouvert. C'est ne rien accepter comme acquis euh, ou définitivement acquis. Rien n'est en fin de compte la réponse idéale, parfaite. Toutes les réponses ne sont que des solutions quelque part de circonstances, circonstanciées, quelque part là aussi des réponses à des défis ou à des difficultés qui inscrites dans un moment ou dans, une, dans un enchaînement d'événements bien particuliers. Et à chaque fois, donc, le, la vérité n'est aussi qu'une approximation. Voilà, la vérité n'est qu'une approximation. Il ne peut pas y avoir de vérité absolue. Tout le monde participe quelque part à cet effort de, d'ajouter des tranches de vérité, mais il faut là aussi les prendre. Nous avons un problème avec ce mot de vérité. Qu'on la dise relative ou absolue, nous sommes toujours donc nous ne devons pas affirmer des choses. Affirmer, c'est quelque part prétendre, euh, euh, prétendre ou
ne pas être dans l'orgueil ou dans une certaine intolérance, mais plutôt être, comment dire, euh, c'est la vérité, l'effort nécessaire et je le perds, je me suis déconcentré, je perds un peu, je n'ai pas tellement en capacité de traiter de cette question qui est un peu complexe et je vais essayer de retrouver le fil. Et donc, les vérités qui ne sont que des approximations, que euh, comment dire, il n'y a pas réellement un chemin, je veux dire, unique, un chemin clair pour se sauver. Il n'y a pas un parcours initiatique, il n'y a pas un mode opératoire, un cheminement qu'on dit spirituel, il n'y a pas de précepte, il n'y a rien de tout cela. C'est juste nous, en tant qu'êtres régis par un certain nombre d'impératifs biologiques et autres, et puis vivant dans un environnement qui quelquefois est de notre côté et quelquefois nous est un peu hostile. Et donc c'est notre capacité à gérer nos propres, quelque part, relations à nos semblables, ou comment dire, tout cela en rapport avec nos besoins, qu'ils soient des besoins primordiaux ou des besoins secondaires. Nous avons donc aussi donc, les problèmes inhérents à notre espèce, les problèmes inhérents aussi à notre appartenance au règne animal. Nous aussi, nous devons prendre en compte cela et quelque part poser à la question, c'est de quelque part c'est faire barrage à tout ce qui est quelque part, ce qui peut s'installer comme sentiment de sentiment de supériorité, sentiment quelque part les préjugés, tout ce qui est en fait la tendance qu'on a euh, à se à se penser comme différent, à se penser comme autre, à se penser comme peut-être meilleur qu'un autre, et peut-être plus légitime pour certaines choses qu'un autre. Donc on est aussi dans une certaine enfance, on chemine peut-être lentement, douloureusement, peut-être aussi un peu maladroitement vers une organisation beaucoup plus, beaucoup moins, je veux dire, beaucoup moins, beaucoup moins prompte à se lancer dans des conflits inutiles, dans des confrontations, je veux dire, sans sens. Il n'y a pas donc l'histoire de toujours se penser et comment dire l'idée de voir les choses toujours de façon binaire. Il y a nous et il y a les autres, il y a des alliés, il y a des ennemis, il y a toujours comment dire, il y a à se tenir quelque part mobilisé pour faire face, il y a aussi à conquérir, il y a aussi à posséder. Quelque part, il y avait cette théorie qui disait le vol n'existe pas, ce qui est la propriété. Évidemment, peut-être,
la guerre existe parce qu'il y a peut-être aussi une certaine pensée, un certain cheminement, une certaine peut-être configuration mentale qui accepte la guerre, qui accepte, je veux dire, de mettre l'autre à mal et de tuer l'autre, de s'approprier ce qui appartient à l'autre. Et dans cette, quelque part, dans cette confrontation, je veux dire, sans fin, les uns contre les autres, un jour, nous sommes, certains sont nos amis un jour, un autre jour, ils sont plutôt des ennemis, et c'est des retournements d'alliances sans fin, c'est des, conflits sans fin, et voilà. Donc la vérité, c'est un peu, pas la vérité, vraiment je m'endors. La question, ça protège aussi un peu, c'est peut-être, comment dire, dans ces temps où nous valorisons un peu le principe de précaution, c'est peut-être aussi la précaution qu'on a pour un peu pour anticiper tout ce qui peut quelque part dégénérer en conflit, tout ce qui peut dégénérer en confrontation. Et ça nous permet vraiment, à chaque fois qu'il est nécessaire, d'élargir un peu la perspective et ne pas se voir. Aujourd'hui, nous avons une organisation économique qui est qui prône plutôt le principe de la compétition, mais plutôt dans la course au profit, la course un peu à la domination aussi, le fait de secteurs d'économie, certains essaient de dominer des secteurs et au détriment d'autres. On est un peu en compétition les uns contre les autres, et une compétition violente parce qu'elle a des conséquences sociales et individuelles et collectives bien, bien, comment dire, assez sérieuses. Et cette guerre un peu que nous menons, je veux dire, nous en souffrons tous. Euh, la crise nous a vraiment révélé à quel point nous pouvions nous mettre en danger parce que nous n'arrivons pas à trouver un système économique qui nous préserverait de telles dérives. Et la compétition nous pousse aussi à surexploiter les ressources, à surexploiter notre environnement, à nous surexploiter, à nous mettre en sur-régime. Je veux dire, ça nous porte préjudice sur plein d'aspects, sur plein de niveaux, alors que nous devrions aller vers une plus grande harmonisation, une plus grande complémentarité. Peut-être pour cela, pour arriver à quelque chose de bien abouti, il faut peut-être quelques siècles. Il y a sûrement quelques efforts qui sont faits, un peu de solidarité, de collaboration. Cela est peut-être juste les prémices, peut-être le début de quelque chose. Nous verrons, nous ne verrons pas un peu ce qu'elle va en être, comment cela va continuer, va se transformer. Voilà un peu de la question. C'est un moment donné, je pense à la question aussi là, ou aussi une question de transmission, où nous avons aussi, souvent nous sommes dans des luttes de pouvoir, dans des luttes d'intérêt assez, assez dramatiques, et pourtant nous avons qu'une vie, cette vie est vraiment très fragile,
ce n'est pas quelque chose qui peut, dont on peut, à laquelle on peut se fier. Nous pouvons perdre la vie à chaque instant. Et pourtant, nous sommes persuadés, quelque part, d'une certaine d'être un peu invincible. Et quelque part, ce qui est étonnant dans la question, le rapport à la vie, c'est que de voir pourquoi nous acharnons à essayer, nous acharnons comment dire, nous faisons des efforts assez conséquents, ce pourquoi nous faisons tout cela. La mort nous l'arrache fondamentalement. Il y a aussi un besoin d'être dans une position un peu éloignée par rapport un peu à ce besoin ou à ce désir d'enrichissement, à ce désir peut-être euh, d'accroissement de nos moyens de vie, etc. À un moment donné, nous devrions peut-être, certains ont commencé à parler de cela, sobriété, décroissance, etc. Il y a des courants d'opinion, des gens qui essaient un peu d'aller vers cela, d'être un peu moins dans le matériel et un peu plus dans d'autres manières de vivre et de se relationner. À un moment donné, l'important c'est plutôt d'avoir de bons rapports avec ses semblables, plutôt de s'investir un peu dans la création et la consolidation des liens sociaux plutôt que dans un investissement, plutôt que de s'investir dans l'acquisition de richesses qui, par définition, sont évidemment sont sujettes, comment dire, sujettes à disparition, sujettes à effritement, sujettes à c'est donc je défends pas très bien ce sujet. Je vais m'arrêter bientôt. Donc je reviens sur la question. À un moment donné, j'avais parlé poser la bonne question ou de la bonne question. Là, il ne s'agit pas de la bonne question, il s'agit de ce processus de questionnement qui peut être multiforme, qui peut être toucher un peu tous les secteurs de sa vie. Donc sans pour autant, je répète, sans pour autant être dans une instabilité au niveau de ses idées, au niveau de ce que nous pensons, ou ce que quelque part en quoi nous croyons, puisque bon, c'est un terme auquel on ne peut pas échapper. Donc c'est être en capacité de prendre un peu tous les éléments en compte. Nous pouvons avoir des préférences, nous pouvons avoir, comment dire, c'est comme si on avait deux équipes qui jouaient l'une contre l'autre, puis finalement notre équipe préférée ne joue pas aussi bien que l'équipe adverse. Nous devons être en capacité d'applaudir la performance de l'équipe adverse. Et voilà, ça arrive que des gens applaudissent, ça arrive que des gens applaudissent l'équipe adverse parce qu'elle joue mieux que leur équipe. C'est là aussi d'être capable de s'extraire un peu de ces appartenances, de ces automatismes, de ces réflexes pour aller voir ce qu'il en est ailleurs. Ici, dans le domaine des idées, nous avons quelquefois, et même souvent, des idées arrêtées. Nous avons une vision de la société à laquelle nous croyons, et nous avons un projet politique que nous défendons toute notre vie, quelquefois
parfois nous varions, mais il y a des gens qui ne varient jamais, ils restent un peu, je veux dire, ils restent attachés à l'amour de leur jeunesse quelque part, aux idées de leur jeunesse, ils en varient presque pas, ils en varient pas du tout. Euh, Peut-être qu'il y a des changements très mineurs pour que vraiment que nous soyons obligés de varier nos idéaux, les choses dans lesquelles euh, euh, nous croyons. Peut-être que fondamentalement, n'empêche que l'organisation économique change, que les rapports de force entre les classes peuvent changer. Il peut y avoir comme ça des variations. C'est peut-être pas des variations, le constatant qu'il y a toujours des inégalités. Peut-être que les solutions qui étaient proposées pour venir à bout de ces inégalités ne sont pas, doivent être changées. Mais il y a des choses qui peuvent, sur lesquelles nous pouvons nous rencontrer. Il y a des choses pour lesquelles nous avons du mal, vraiment, parce que des fois nous avons affaire à une question de principe. Voilà, j'ai ce principe-là et je le défends, je veux dire, je le défends contre contre toute logique quelque part. J'ai ce principe-là et je le défends de façon ferme. Et il y a quelquefois un manque d'informations sur une question ou sur une réalité sociale donnée, et pourtant nous faisons comme si nous étions au courant de tout et que nous avons les moyens d'avoir des jugements presque objectifs, des jugements parfaits, des jugements justes. C'est la question, se poser la question de savoir si nous sommes toujours en capacité d'être dans la justesse au niveau de nos appréciations, au niveau de nos convictions, si nous ne sommes pas quelque part un peu dans l'erreur. Voilà la question. C'est de prendre en compte l'élément, le facteur de l'erreur, que l'erreur est une donnée qui, quelque part, va de pair avec la vérité, va de pair avec la conviction, va de pair avec la foi, va de pair avec tout ce qui est principe, tout ce qui est philosophie de vie, tout ce qui est l'erreur fait partie de cette histoire-là. Elle est l'autre visage, quelque part, l'autre versant de toutes ces choses-là. Et donc, il y a des erreurs qui sont beaucoup plus conséquentes que d'autres, beaucoup plus engageantes que d'autres. Il y a des erreurs quelque peu bénignes, mais il y a des erreurs qui consistent, qui nous entraînent assez loin, dans le sens où nous pouvons, comment dire, faire un peu les relais pour, de certains nombres de comment dire, d'une certaine pensée ou d'une certaine vision. Nous devenons ainsi les propagandistes d'une erreur ou d'une vérité très approximative, très un peu trop une vérité qui n'est pas tout à fait complète, une vérité un peu altérée, une vérité un peu fragmentée, un peu pas en désétude, mais un peu
retard d'une évolution, retard d'un changement. Voilà, donc encore une fois, de la question, ce milieu de la nuit, ça paraît impossible de traiter de façon satisfaisante de ce sujet. Je n'ose imaginer les gens qu'on torturé, qui ont posé la question, et quelque part, comment répondre quand on ne sait pas. Si on se met à mentir, on se trahit, si on se tait, on est puni, si on n'a rien à dire. C'est là la question, à un moment donné, il y a un aspect de la question qui peut être de celui qui consiste à dire que des fois on pose des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, et des fois on peut arriver aussi à ne pas trouver la question. Et ce n'est pas un processus naturel, ce n'est pas un processus qui va de soi que celui de se poser des questions. Des fois, il y a des questions qui surgissent, mais elles sont un petit peu trop légères. Il n'y a pas toujours à faire face à des questions fondamentales, des questions qui, quelque part, nous obligent à nous mobiliser pour y apporter une réponse. Il y a des fois, on est traversé par des questions un peu de peu d'importance, de peu de poids, et quelquefois, on est dans une sorte d'absence de questionnement ou de questions. On se questionne à propos de rien. C'est une sorte de pause un peu, une sorte de vie un peu qui se serait un peu pas émancipée, mais dans laquelle il n'y aurait plus l'action du cerveau questionnant. Il y aurait plus une sorte de quelque part un état mental un peu indistinct, un peu sans consistance, sans force. Quelque part, ce n'est pas qu'on survit, mais on se laisse un peu vivre. Hein. On est dans une certaine. On est ni dans la vie, ni dans la mort, ni dans un état un peu second, un état un peu à part. Donc la question n'est pas toujours, on n'a pas toujours la question qu'il faut pour un moment donné, on n'a pas toujours les questions que nous désirions avoir. Ce n'est pas un surgissement, la question ne surgit pas de façon automatique, elle ne surgit pas toute faite, elle a besoin d'être élaborée, d'être formée, d'être conçue d'abord, et quelque part afin qu'elle puisse être exprimée en fin de compte, en fin de cycle, en fin de travail, qu'elle puisse être donc posée, et ainsi, je vais dire, chercher, ainsi avoir la possibilité de recevoir une réponse, de soulever l'intérêt et quelque part de voir, d'avoir un retour. Voilà un peu, il y a le corps qui me dit d'arrêter, je vais arrêter parce que je ne fais plus rien de. Si, j'ai encore trouvé un petit truc, mais je vais m'arrêter. Peut-être, si j'écoute cet enregistrement et que je vois qu'il est vraiment inachevé, je pourrais le reprendre, peut-être après avoir consommé une certaine quantité de café. À ce moment-là, j'aurai un peu tout le jus nécessaire pour pouvoir fonctionner. Il y a besoin de mobiliser
une certaine capacité cognitive, je veux dire, une certaine quantité de neurones pour pouvoir vraiment donner un peu le traitement qu'elle mérite à cette proposition. Je m'arrête là et donc j'ai fait comme j'ai pu, je suis excusé parce qu'il est tard et parce que le sujet est, est complexe. Voilà ma petite défense des dernières minutes.